Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel hebdo. Nous sommes au Défi du Bois 2026. Cette émission est diffusée avec un léger décalage. Ici, les structures sont quasiment terminées et vont partir du côté de Nancy au parc de la Pépinière. On en parle tout de suite. Je retrouve tout de suite Julien Mussier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes encadrant des Défis du Bois, vous êtes architecte et enseignant à l'école d'architecture de Nancy. Et vous avez encadré ces défis depuis leur début, là, au mois d'octobre. C'est la 22e édition. Déjà, rappelez-nous en quoi déjà les Défis du Bois en général, en quoi ça consiste. Le Défi du Bois, c'est la matérialisation d'un projet qui est co-construit par donc des étudiants en phase études, donc composé d'architectes et d'ingénieurs. Donc c'est la spécificité du master, où on va confronter ces deux mondes de la construction qui, dans la vraie vie, travaillent ensemble. Et qu'au sein de l'enseignement, rares sont les fois où on peut confronter les visions. Oui. Donc là, la spécificité depuis plusieurs années, c'est qu'en plus, les ingénieurs architectes sont accompagnés de compagnons du devoir, qui, eux, apportent leur savoir-faire, de savoir de la main. D'accord, donc c'est vraiment une expérience un petit peu de travail commun sur le chantier. Cette année, comme l'année dernière, il y a 6 équipes, mais par contre, il y a un 7e équipier un peu particulier. Oui. C'est un arbre et ça, c'est en rapport avec le projet de cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Le sujet, en fait, donc les structures vont être installées dans le jardin de la Pépinière et dans le cadre du festival Embranchement, qui aura lieu à partir du mois de septembre, il me semble. Chaque structure va en fait dialoguer avec son paysage et son site et également avec donc, le 7e membre de l'équipe qui est donc l'arbre, et chaque équipe a un arbre spécifique puisque donc comme c'est un jardin botanique avec plusieurs essences, chaque équipe possède en fait cette identité qui doit être révélée en communication avec la structure. Donc là par exemple on est dans l'épicéa bleu. Donc un arbre assez spécifique, assez agressif et par contre, je vous laisserai découvrir ça en visitant le parc de la Pépinière, mais on est dans une intériorité qui a été traduite et là on se sent à la fois bien dans un univers qu'en l'extérieur on est un peu plus marqué. Oui, il y a ce côté un petit peu ce qui rappelle les aiguilles. Donc voilà, par exemple ce genre d'approche qu'on a eu, que l'équipe a eu sur ce sujet. Donc il y avait une contrainte majeure, donc ce cahier des charges, vous l'avez dit, qui devait respecter l'arbre, faire un rappel, etc. Bon, ça on en reparlera avec les étudiants. Et une contrainte qui va être celle du transport, parce que là ça se fait ici à Épinal et ça sera à Nancy. Tout à fait, donc là on est en train de voir les dernières finitions. On va avoir le jury qui va se prononcer là en début d'après-midi et on va commencer à positionner les différentes structures pour pouvoir avoir le chargement qui va commencer en deuxième partie d'après-midi et livré demain. Donc là on est une installation on va dire éphémère pour pouvoir avoir les structures, on va dire, montées à blanc. Bien sûr. Et on va retester le démontage pour pouvoir charger les camions et avoir ce petit bal de structures entre Épinal et Nancy. Donc là, l'émission est tournée jeudi. L'idée, c'est que d'ici ce week-end, tout est monté à la Pépinière. Voilà, donc on a un premier transport qui est établi cet après-midi. Ça continue demain. On réceptionne les structures demain. On a encore le samedi pour valider la connexion avec le terrain, et on a le pot de fin de chantier et l'installation définitive de dimanche au temps de midi. Et c'est vrai que là, ça fait quelques années qu'on est dans des structures de plus en plus pérennes. C'est aussi l'intérêt de ces défis. Puis c'est, j'imagine, gratifiant pour les étudiants. Alors, ces structures sont destinées à un commanditaire, donc à la ville de Nancy, qui a volonté à travers le festival donc de démontrer, d'avoir des espaces scéniques pour leur festival, mais elles vont être aussi redéplacées une deuxième fois pour être installées dans des parcs et jardins de la ville. Et qui vont rester après. Et qui vont rester à demeure. Donc l'idée c'est de quand même avoir quelque chose qui va avoir une utilité et un sens. Et nous, d'un point de vue pédagogique, c'est extrêmement intéressant parce que ça va permettre aussi aux étudiants de se questionner de comment le bois va vieillir, avec toutes les questions qu'on peut avoir autour de ce matériau, que ça soit de
de la patine, que ce soit des problématiques de dégradation liées à l'humidité, liées au soleil, liées aux précipitations. Donc ça donne du poids, on va dire, à l'exercice pour que une structure en bois démontrer que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps et qui reste esthétique également. J'ai une dernière question. Alors beaucoup se demandent peut-être, est-ce qu'il y a un retour cette année au palmarès ou alors c'est définitivement arrêté, le prix, le classement, ça vous savez pas? Il y a un jury qui se déplace, il y aura un jury déjà ici à Épinal pour présenter les structures dans son intégralité. Et à Nancy, du coup, on aura aussi la présentation de l'ensemble des éléments avec donc du coup la ville de Nancy. Mais en tout cas, toutes les équipes ont le prix du courage, c'est ça. franchement de l'engagement, parce que c'est vraiment un travail qui date depuis le mois d'octobre, et du coup là il y a une grande fierté qui commence à monter, donc on a la première étape tout à l'heure, et dimanche ça sera vraiment le prix de la fierté des deux écoles et des deux villes, Épinal et Nancy. Voilà. Merci Julien Musset d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose de revoir dans nos archives l'édition de l'année dernière qui était un peu particulière parce qu'elle était du côté des jardins d'altitude du Haut-Chiclet, où tout s'est passé in situ, il n'y avait pas d'engin de levage, rien, c'était vraiment une édition particulière. On regarde et on se retrouve juste après. Écrin inattendu pour cette édition des Défis du Bois. Ce concours de construction de l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois d'Épinal, a débuté ce week-end au jardin d'altitude du Haut-Chiclet à Axon-rue-Longemer. Tout a commencé officiellement samedi avec la traditionnelle présentation des 5 maquettes des équipes composées de 36 étudiants, ingénieurs du bois, architectes et compagnons du devoir, qui ont imaginé des structures innovantes à construire en seulement 7 jours et 6 nuits. Assez audacieux puisque le jardin, c'est des espaces assez confinés, aucun moyen de levage, donc un site avec un certain dénivelé, donc je pense que ça va être une semaine assez physique pour nos défis boiseurs. Puis il y a quand même une certaine volumétrie de bois à transporter. Le fait qu'on soit à 1230 000 d'altitude, sur une ligne de crête avec des vents qui vont jusqu'à 200 km/h, des charges de neige qui pourront monter jusqu'à 80 cm sur les structures, donc il n'y a pas de toit en fait. Les structures ne comportent pas de toit pour cette raison, mais c'est vrai que sur la partie observatoire, on a des murs qui vont monter à 6 mètres de haut, il y avait des prises au vent qui étaient dimensionnantes pour les étudiants. Les Défis du Bois 2025 prennent donc de la hauteur et depuis 10 ans maintenant donnent naissance à des structures pérennes. Ce lundi matin, l'heure était donc aux premières découpes des planches et poutres de Douglas issues de forêts locales. Chaque œuvre doit se fondre au mieux dans le paysage. Elle est inspirée de la mousse, d'un motif géométrique végétal. Et donc on a des poteaux qui soutiennent toute une toiture en résille. Et donc c'est un assemblage de motifs assez complexe. Et donc là on travaille dur pour monter tout ça. Reste à s'organiser sur un site naturel où les repères sont bouleversés. Le jardin est petit et du coup on peut pas tailler directement sur place. Du coup ce poste il est vraiment important pour que tout soit nickel. On est à 1 heure de l'ENSTIB. Du coup, s'il nous manque des choses, il faut le prévoir à l'avance parce que ça arrivera que le lendemain. Donc on peut pas trop se permettre de faire des choses au hasard. Une édition qui se fait à huis clos. Seuls quelques groupes sont admis dans l'enceinte du jardin botanique durant les travaux pour préserver les jeunes pousses encore en partie sous la neige le mois dernier. Des espèces rares ou même en danger qu'il faut à tout prix préserver. Et dans les rocailles, elles sont complètement mélangées et on ne les voit pas au premier coup d'œil. Donc pour eux c'est une charge supplémentaire et pour nous une vigilance aussi supplémentaire pour continuer le travail qui est la préservation et la conservation des espèces du jardin. Les structures devraient être terminées vendredi et les résultats du concours sont attendus samedi. Pour les admirer, il faudra attendre l'ouverture officielle du jardin du Haut-Chiclet le 1er juin. Nous sommes de retour à l'ENSTIB à Épinal. Je suis accompagnée d'Arthur Darabian, bonjour. Bonjour. Et de Coralie Nourissa, Bonjour. Alors vous êtes étudiante en 3e année à l'ENSTIB et vous, Arthur, vous êtes étudiant architecte à Nancy en année de césure, c'est ça? Et tous les deux, vous avez travaillé sur un projet différent. Alors dites-nous un petit peu, alors Arthur déjà, venez avec moi, expliquez-nous un petit peu sur quel projet vous avez travaillé. Alors nous on est le groupe de l'épicéa bleu, donc l'arbre qui nous avait été attribué c'est l'épicéa, donc un des 6 arbres sélectionnés pour ces projets. On vous appelle comment du coup Nous on est les Kipik, c'est en lien avec le projet. Voilà, avec les épines et tout ça. Et vous Coralie? Nous on est les charmeurs, donc en lien avec notre arbre qui est le charme.
Alors ces arbres donc, qui vous avaient été attribués, je ne sais pas si vous les avez quand même un petit peu choisis en fonction des équipes ou même pas forcément. Les arbres nous ont été, on a été tirés au sort par les équipes. On n'a pas choisi forcément nos équipes, on a été tirés au sort et les arbres également. D'accord. Et alors finalement, l'idée après, c'était de construire finalement votre structure autour de cet arbre. Et vous êtes, j'imagine, inspiré de cet arbre, de son histoire, de sa symbolique. C'est ça. Alors pour notre part, mon groupe, on a décidé vraiment de se baser sur la symbolique du charme qui est chez les Celtes le fait que ce soit le pont entre les mondes, donc entre le monde terrien et le monde céleste. Et donc on a décidé de faire une passerelle qui relierait ces mondes, donc de la terre jusqu'à la canopée de l'arbre. Et vous, Arthur, avec l'équipe PIC, vous avez imaginé quoi? Nous, le rapport qu'on voulait symbolique avec l'arbre, c'est vraiment représenter la dualité qu'on avait perçue dans cet arbre, c'est-à-dire très piquant et très expressif à l'extérieur, et beaucoup plus doux et disons enveloppant, comme dans un petit cocon à l'intérieur de l'arbre. Et donc l'idée, c'était vraiment de retranscrire ces deux émotions-là à travers le projet. Donc on a vraiment les piquants autour, et à l'intérieur, quand on est dans la structure, vraiment cette impression avec la courbe qu'on a essayé de mettre en place de représenter le petit cocon comme on avait dans l'arbre. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment un défi. Il y a à la fois un côté très créatif, mais aussi très, très technique finalement. C'est ça. On a tout le côté esthétique que peut apporter l'architecte, mais il y a aussi tout un travail ingénieur derrière qu'on voit pas forcément sur les différentes structures, mais qui est vraiment là et qui permet vraiment à tous les corps d'État de travailler ensemble et de fonder un projet de A à Z. Donc là, on est allé quasiment, ça touche quasiment à sa fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé à titre personnel, Arthur, par exemple, de cette expérience? À titre personnel, c'était vraiment une super expérience. C'était vraiment, disons, un rêve, un aboutissement de pouvoir travailler comme ça avec différents corps de métier. À la fois les corps d'ingénieurs, travailler avec des compagnons du devoir qui sont d'une précision chirurgicale, et c'est vraiment super impressionnant de les voir travailler. Nous, de notre côté, ils essayent de nous driver, de nous montrer des petits tips, des petites techniques qu'ils ont avec leur expérience. Et nous, de notre côté, on les fait rentrer dans le projet parce qu'ils n'ont pas forcément pu le suivre dès le début. Donc on les emmène avec nous dans le projet et on fait quelque chose de, je trouve, très beau tous ensemble. Et vous, Coralie, vous en retiendrez quoi? Alors moi j'en retiendrai que c'était vraiment une semaine incroyable. Comme l'a dit Arthur, le fait de travailler avec des compagnons du devoir qu'on ne connaît pas forcément leur métier, mais c'est un magnifique métier. Alors nous on travaille bien sûr avec les charpentiers, mais il y a beaucoup d'autres corps de métier chez les compagnons. Et c'était hyper enrichissant, hyper formateur. Et ça permet aussi de voir tout le côté chantier qu'en tant qu'architecte ou ingénieur, on ne voit pas forcément. Donc c'est très enrichissant. Ouais. Donc une belle ligne sur le CV, une belle expérience humaine. C'est ça, ouais, une très belle expérience humaine. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Puisqu'on parle des compagnons du devoir, je propose de revoir un reportage tiré de nos archives, parce qu'ils travaillent souvent sur des chantiers remarquables, et c'était le cas du côté de Senones, où il y a toute une charpente qui est refaite, où un jeune compagnon du devoir était d'ailleurs présent. On regarde et on se retrouve juste après. Léo, 15 ans, le plus jeune compagnon charpentier, a fait ses armes sur le toit du premier château des Princes de Salm à Senones, où l'entreprise chargée de sa restauration a travaillé sur documents pour reconstituer une structure dite à la mansart. Alors le défi ici particulièrement, ça a été de recréer une charpente à l'identique 18e sans avoir aucune trace d'origine, car la charpente a malheureusement brûlé 2 fois, la première en 1894 si je dis pas de bêtises. Donc on a peu de témoignages, on est parti d'une carte postale ou d'une photo on va dire de la place où on voit la forme de comble, sa volumétrie, et après on a reconstruit à l'identique comme ça aurait pu l'être au 18e le mansart qu'on a au-dessus de nous. Ça représente à peu près 70 mètres cubes d'épicéa sapin des Vosges, donc des bois d'origine locale.
Le premier château, les princes en bâtiront un second, fut construit en 1754 et il renaît de ses cendres face à l'abbaye de Senones, dans cette commune qui fut au XVIIIe siècle la capitale d'une principauté germanique au sein du royaume de France. Le Sceau des Charpentiers scelle aujourd'hui la moitié du parcours des travaux débutés en mars 2022. Après avoir reconstitué les murs, le mur surtout côté façade nord qui était en piteux état et tous les murs de refend. Donc aujourd'hui, on peut apercevoir effectivement cette magnifique charpente. On va mettre en place un parapluie pour protéger cette charpente pendant les intempéries de cet hiver et qui va permettre aussi aux couvertures, l'entreprise Quanus, entreprise vosgienne, qui va exercer ses talents pour faire la couverture en tuiles du même acabit que l'aile sud de l'abbaye. Et donc on aura pratiquement le clos et le couvert d'ici, on va dire, 2 ou 3 mois. Les outrages du temps avaient mis en péril l'édifice, par ailleurs transformé en porterie par les princes. Le projet a retenu l'attention de la mission patrimoine de Stéphane Bern. Importance pour cette place aussi, parce que sous le bâtiment, c'est une route départementale qui a toujours été bloquée depuis plus de 20 ans. Donc c'est la rouvrir. Stéphane Bern, le loto du patrimoine de 450 000 €, c'est le mieux doté des Vosges. La Fondation du patrimoine vient aussi de collecter son 100e don. Les travaux devraient s'achever fin 2025 pour un coût total de 2 500 000 €. Et comme le veut la tradition, pour célébrer la fin du gros œuvre, un sapin trône sur ce bâtiment princier. Je retrouve tout de suite Maxence Audibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes compagnon du devoir charpentier. Alors ça tombe bien, on parlait justement de vous avec vos collègues dans la séquence précédente. Apparemment, ils sont tous très contents d'avoir travaillé avec des compagnons du devoir. Je voulais revenir un petit peu sur votre parcours, parce que c'est vrai qu'on a rarement des compagnons du devoir à notre micro. Nous réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste. C'est vraiment un parcours assez particulier avec un Tour de France, c'est ça? C'est ça, oui, c'est assez atypique. On commence chez les compagnons en apprentissage où on se forme et on prend goût au métier. Ouais. On a le choix de partir après sur le Tour de France qui dure un certain nombre d'années. Ah, ça peut durer plusieurs années. Ça peut durer, là on est plus ou moins en bout de cursus dans les 8 ans. Ouais. Et donc voilà, le Tour de France nous propose de changer de ville, changer d'entreprise, afin de se former dans différents coins, différentes entreprises. Et voilà, donc on est tous plutôt contents d'y être. Et il semble qu'apparemment c'est aussi l'opportunité de travailler sur des chantiers assez renommés. On parlait à un moment donné de Notre-Dame quand il fallait refaire la charpente, mais voilà, ça peut être des choses, des bâtiments historiques, ce genre de choses. Oui, ça peut. C'est évidemment pas enviable de voir des cathédrales brûlées et donc du bon boulot dans la reconstruction, mais en effet, on peut être appelé sur des chantiers assez exceptionnels. Et après, c'est nos entreprises, c'est pas nous en tant que compagnons, oui, mais nos entreprises dans lesquelles on travaille, les partenaires, qui peuvent avoir ce genre de chantier. Et donc, quand c'est le cas, on est assez heureux de pouvoir travailler sur des beaux bâtiments historiques et de caractère. Et j'imagine que ça vous apporte des compétences. Vos collègues parlaient d'une rigueur, vraiment quelque chose de très carré. C'est vraiment un gage d'excellence, en fait, cette filière. Oui, mais il y a aussi la souplesse et notre capacité d'adaptation qui est mise à l'épreuve en changeant régulièrement d'entreprise, de cadre. Et donc voilà, on ne travaille pas que la rigueur et que le fait d'être très, très carré. Et vous, les défis du bois là-dedans, alors pourquoi ça vous a intéressé de participer ? Pour l'expérience, pour rencontrer des architectes et des ingénieurs, pour aussi se découvrir en tant que... de tous les métiers du bâtiment. Et puis après, nous, on dit jamais non à un projet où on peut tailler du bois et dans une bonne ambiance, on entend la musique derrière nous. Qu'est-ce que vous en retiendrez, vous, de cette expérience ? Là, c'est à chaud, donc je pense qu'il me faudra un peu de temps pour tout analyser, d'autant plus qu'on a un rythme assez effréné qui nous prend bien l'esprit. Mais en tout cas, oui, une belle expérience, que ce soit humaine et professionnelle, dans le fait que tous ensemble, on arrive à construire de beaux édifices. Donc voilà, content à ce niveau-là. Merci beaucoup à Maxence d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. On regarde les infos de la semaine.
Ok, eh ben vous êtes 3 maintenant, vite. 700 élèves spinaliens du CE2 au CM2 ont pris part cette semaine à la fête du sport au stade de la Colombière, dans le cadre du temps scolaire ou des ATE. Mercredi par exemple, sur ces images, ils ont pu s'initier au hockey, au tennis, à l'athlétisme, au foot, au rugby et à la boxe avec l'appui d'une douzaine d'associations au total. Un événement organisé depuis 2021 par la ville d'Épinal à destination des enfants des écoles publiques afin de les inciter à la pratique sportive au quotidien tout en profitant plus récemment de l'engouement suscité par les JO de Paris 2024. L'hymne national en support légitime de la commémoration de l'appel du 18 juin, 86 ans après. Retour sur cette cérémonie place Foch à Épinal jeudi soir pour saluer le général de Gaulle qui avait lancé depuis Londres sur les ondes de la BBC en 1940 cette incitation à lutter contre le nazisme et à résister à l'envahisseur. Un hommage à celui qui a su dire non avant de devenir président de la République à la Libération. Concert de fin d'année sur la scène de la Louvière vendredi dernier pour ses quelques 120 élèves. Une chorale composée d'enfants âgés de 3 à 6 ans scolarisés à l'école maternelle Louis Pergaud à Épinal. Comme tous les ans, les répétitions ont démarré dès le mois de septembre dans les classes, de la petite à la grande section. Cette année sur le thème de la cuisine pour proposer en fin d'année scolaire ce moment de convivialité en présence des familles. Et voilà, cette émission est terminée. Vous l'avez compris, à l'heure où nous la diffusons, les structures, elles, sont déjà en place du côté de Nancy au parc de la Pépinière. Vous savez donc où aller jeter un œil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.